Bonjour, je m'appelle Christophe Bollinger, je suis l'auteur d'un jeu qui s'appelle Rise and Fall, qui sort bientôt chez Ludicali et qui rentre pile poil dans la gamme des jeux un peu experts, dont traite l'Expert Game Awards, géré par Stéphane Gobert, qui est en face de moi de l'autre côté de la petite caméra. Je vais vous pitcher rapidement ce jeu. C'est donc un jeu un peu de civilisation dans un monde fantastique, ce n'est pas la Terre, parce que dans ce jeu on va fabriquer un monde, et ce monde a des montagnes un peu de partout, des fjords et des choses qui vont se dessiner. Et dans ce monde, vous allez placer des jolis meeples en 3D, multicolores, c'est presque des figurines. Vous allez essayer de vous étendre, de prendre des positions dans le territoire, et à la fin du jeu, votre civilisation va être jaugée sur son niveau économique, sur sa possession territoriale, sur des trophées que vous aurez fait. Vous aurez fait un trophée chaque fois que vous avez toutes les pièces d'un même type, et vous avez 6 types de pièces. Et puis aussi sur la taille de votre civilisation dans chacun des types de pièces. C'est un jeu avec un total control, perfect information, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'on ne voit... Toutes les informations sont disponibles, il n'y a pas de dés, il y a des cartes. C'est un mini deck building où on a une carte pour chaque type de pièce et où on va décider si on s'étend sur la religion, le commerce, les bateaux, etc. ou si on se limite à quelques parties de notre civilisation pour avoir notre deck qui tourne plus vite. Donc voilà, un jeu avec un total control, très joli, qui est pas mal apprécié par le public féminin en général, et dans lequel par contre il n'y a pas vraiment de bataille, mais juste de la conversion d'unités par la religion. Voilà, donc Rise and Fall, à venir, présenté par Stéphane Gobert au niveau des règles, par l'Expert Game Awards. À venir sur les tables des joueurs, c'était un Kickstart en septembre 2022, il arrive là en juin a priori ou mai-juin 2024. Et puis après en retail dans les magasins, mais pas en version de luxe avec les beaux meeples en 3D et puis de la couleur partout. Voilà. Bonsoir, bonjour, comme vous, selon vous êtes sur la planète. Bonjour, vous êtes Ecpardieu pour l'Expert Game Award. Merci Chris pour cette introduction. Je peux donc passer directement aux explications du jeu. Un jeu qui a été mis en place ici pour 2 joueurs et la mise en place fait partie du jeu. C'est-à-dire que avant de commencer, en fait, il n'y a rien sur la table. On va commencer par mettre directement des plaques d'eau qu'on va placer selon le nombre de joueurs et chaque joueur va devoir la placer en respectant une petite règle au départ qui est de toucher 2 plaques pour placer une nouvelle plaque d'eau. On ne peut pas non plus laisser de vide, je n'aurais pas pu refermer ici en laissant un creux à l'intérieur. Une fois que tout ça c'est fait, on va continuer, donc chaque joueur l'un après l'autre va mettre des plaques de plane qui se trouvent ici et on va répartir ces plaques-ci comme on veut. Là on peut laisser des trous, vous voyez j'ai des trous entre 2 zones ici et on va pouvoir s'étendre comme chacun a envie. Ensuite on va placer des plaques de forêt sur les plaques de plane uniquement, puis des petites plaques pour les montagnes et enfin des petites plaques de neige. On va terminer ainsi. Donc vous le voyez peut-être moins avec la caméra verticale, mais en tout cas en façade, vous devez voir qu'il y a une différence d'auteur entre chaque plaque, vu que les plaques sont assez épaisses et on va avoir des endroits où il y a plus qu'un étage pour passer de l'un à l'autre. Donc ça c'est important aussi parce qu'on va créer alors des falaises. Des falaises, ce sont des endroits où il y a un gros bloc, au moins 2 tuiles qui sont superposées, sans qu'on puisse faire l'escalier pour monter l'un sur l'autre. Donc ça va être ma mise en place de jeu. Une fois que c'est fait, chacun à son tour, commençant par le premier joueur, va pouvoir placer un de ces 3 bâtiments de départ et on a 3 types de ressources, 3 types de meeples au départ, à savoir des bateaux, des colons et des villes. Chacun le place à un endroit qu'il a envie. Globalement, on ne va pas mettre les bateaux ailleurs que dans l'eau, on va pouvoir mettre les colons partout sauf dans l'eau et sur le haut des montagnes, donc dans les plaines enneigées, et les villes, on va les placer comme les colons, pas sur les plaines enneigées, mais le reste, ce serait valable. Voilà, ça va être un petit peu la mise en place. On discutera un petit peu des conseils de départ de jeu après, mais on va partir de ça. Une fois que c'est fait, chaque joueur va alors avoir 3 cartes, une carte par type de meeple qu'il a donc sur le jeu, de troupes qu'il va pouvoir faire déplacer dans ce jeu ici de civilisation. Donc je me retrouve ici avec 3 cartes en main. Je vais avoir aussi sur le côté l'ensemble des troupes que je pourrais placer dans le jeu. Donc il y a plus que 3 types de troupes, en plus donc des villes, des colons et des bateaux qu'on va avoir. On pourra avoir des temples, on pourra avoir des montagnards et on pourra avoir des marchands. Donc 3 nouveaux types de personnages qu'on pourra avoir. Je ne vais pas mettre le temple dans l'eau pour ne pas vous perturber. Voilà, ça c'est ce qu'on pourra avoir dans le jeu et il n'y aura pas plus que ça, pas plus au niveau des ressources. S'il y a un problème de ressources, tant pis pour vous, à vous de vous en débarrasser et d'en faire quelque chose. À côté de ça, on va avoir un plateau ici où on va retrouver
tous les types de meeples qu'on peut avoir, parce qu'on va essayer de vider sa main au niveau des meeples, et on va décider ensemble la hauteur du nombre de tours, la durée du jeu qu'on peut avoir. Est-ce qu'on va s'arrêter ici, là-bas ou là-bas? S'arrêter, c'est-à-dire qu'on va avoir un petit marqueur ici qui va avancer au fur et à mesure qu'on va retirer ces plaquettes-ci du jeu, et quand ça arrivera à la hauteur décidée, ce sera la fin du jeu. Donc une partie courte, par exemple ici, on va retirer seulement 4 plaques parmi les 6 disponibles, mais on s'arrêtera à ce moment-là, ce sera plus vite pour aller au bout. Voilà pour tout ce qui est mis en place, explication un petit peu du jeu sur le plateau. Comment va se passer un tour de jeu? En fait, de toutes mes cartes que je vais avoir en main au départ, je vais devoir à chaque tour choisir un type de carte, le poser. Chaque joueur va devoir choisir un type de carte, puis après on va les révéler ensemble et chacun va faire sur la carte qu'il a choisie et pour chaque meeple différent, une des actions possibles ici. Donc si jamais j'avais 2 meeples présents quelque part, comme ceci, 2 meeples ainsi, je peux pour chacun choisir une des actions différentes et je le fais dans l'ordre que j'ai envie. Donc je vais choisir une action spécifique pour lui, une action spécifique pour lui. Ce n'est pas nécessairement la même action pour chacun. Une fois que j'ai joué ça, je laisse ma carte ici. Tout le monde aura joué son coup et on va rejouer un deuxième coup donc avec les cartes restantes en main. Et on va faire ça jusqu'à ce que l'on ait joué toutes ces cartes. Quand quelqu'un n'a plus de cartes en main, il va devoir reprendre toutes ces cartes pour la manche suivante. Et à ce moment-là, on va faire tourner le marqueur de premier joueur. Et le premier joueur va donc passer d'une personne à l'autre à chaque fois qu'au moins un des joueurs a dû reprendre ses cartes en main. Ce qui veut dire que parfois, certains joueurs vont peut-être jouer 3 coups d'affilée en tant que premier joueur, et puis après, le suivant, il ne va peut-être le faire qu'une seule fois, parce que les cartes en main des joueurs vont être différentes, parce que le nombre de cartes disponibles pour chacun peut varier de 1 à 6, si toutes les cartes sont disponibles pour lui. On verra comment ça se passe après. Si à la fin d'une manche, un joueur est le premier à avoir placé tous ses meeples d'un seul type, imaginons qu'à la fin d'une manche, quelqu'un ait fini de placer tous ses bateaux quelque part dans le jeu, comme ça, et bien à ce moment-là, on va alors passer à une phase de déclin. Chaque joueur va devoir choisir parmi les cartes disponibles, qu'elles soient dans sa main ou qu'elles soient en jeu ici, va choisir une de ces cartes et il va l'envoyer en déclin ici. Et donc chaque joueur va prendre une de ces cartes et l'envoyer en déclin. On va retirer le marqueur, ici j'avais le bateau, donc je récupérais le bateau parce que j'ai mis tous mes bateaux, j'étais le premier à le faire. Et ce marqueur-ci va avancer, donc au fur et à mesure, c'est ça qui va déclencher la fin du jeu en ayant placé tous ces meeples d'un seul type. Attention, si plusieurs personnes le faisaient dans le même tour de jeu, c'est le premier qui l'a fait qui aura ce marqueur-ci, tant pis pour le deuxième, et donc l'ordre du tour est super important par rapport à mes actions. Je vais me retrouver ici. Après avoir mis ma carte, ou à la fin de n'importe quelle autre manche plus tard, je peux donc payer ce qui est demandé ici en argent afin de récupérer ma carte qui reviendra dans ma main. Donc si elle était posée, que j'avais déjà joué, que je passe en déclin et que je la récupère, elle sera à nouveau dans ma main. Si je ne le fais pas, elle peut rester là une manche, 2 manches, 3 manches et que je la rachète à la fin d'une autre manche plus tard. Sauf que si quelqu'un d'autre prenait ou terminait quelque chose, le prix pourra alors augmenter, je risquerais de payer beaucoup plus cher la récupération de mes cartes. Si au cours du jeu, une personne n'aurait pas acheté ses cartes, n'aurait pas eu les moyens, n'aurait pas pris la peine, ou se fera avoir en une fois parce que quelqu'un ferait 2 déclins en même temps et serait obligé de ne plus avoir de cartes ici disponibles parce qu'elles sont toutes là-bas, et bien pour lui c'est la fin du jeu, on retire toutes ses troupes, il a perdu et les autres continuent à jouer. Alors Rise and Fall est un jeu où on peut perdre avant la fin du jeu, effectivement, et c'est un petit peu apparenté aux échecs dans le sens où je pourrais très bien dire « Ok, j'abandonne, tu as avancé trop loin par rapport à moi, je n'arrivais pas à te remonter, eh bien je m'arrête là, j'abandonne, on refait une nouvelle map, ou on rejoue avec la même et on recommence. » Donc on va devoir faire très attention à garder des cartes en main et en tout cas de pouvoir aller en racheter si jamais il se passait quelque chose de mal. Parce qu'on pourrait bien sûr avoir plusieurs déclins multiples en une seule fois si plusieurs joueurs dans le même tour terminaient leur paquet de meeples et étaient le premier à avoir mis l'ensemble d'une série de meeples. On aura alors plusieurs plaquettes qui partiraient et le coût s'envolerait beaucoup plus vite, ce qui peut être très gênant quand on n'a pas beaucoup d'argent. Donc au début c'est pas trop cher, 5 sous, mais ce prix-là pourrait évoluer. Je vais garder mes cartes pour l'instant, prendre celle de jaune, et je me retrouve ainsi à ceci. Quand j'ai une carte évidemment ici,
je ne sais donc plus utiliser ces meeples-là. Ils sont donc sur le plateau, mais ils ne pourront plus bouger, ils ne feront plus aucune action tant que je n'ai pas récupéré la carte. Le jeu va se terminer, comme je l'ai dit, quand ceci arrivera à hauteur du marqueur de la décision de la durée du jeu qu'on a défini. On va alors compter les points. On a une petite aide ici pour compter les points de différentes manières. On va y revenir à la fin. Voilà, au niveau des actions globales du jeu, c'est ça qu'on va faire manche après manche. Alors ce qui serait intéressant de voir maintenant, c'est ce que fait évidemment chacune des troupes individuellement. Pour chaque carte, comme je l'ai dit, on a plusieurs actions et on peut décider que chaque meeple, chaque bateau, ici dans mon exemple, fasse une action différente du voisin. À chaque fois, on a une iconographie très claire et donc on voit clairement ce qu'on va pouvoir faire avec. Le premier type d'action avec un bateau, c'est simplement se déplacer. Je me déplace et je me déplace d'autant de cases que je veux, un infini, et je peux passer au-dessus des troupes bateaux de moi ou de l'adversaire sans aucun souci. Deuxième option, c'est que mon bateau débarque. Il peut alors débarquer sur une plaine afin de construire soit une ville, soit un temple. Simplement, le coût va varier. C'est 2 pierres ou une pierre, 2 pierres pour un temple, une pierre pour une ville. On a des ressources ici, pierre et bois. Et alors attention, mes ressources pierre et bois, je ne peux au maximum en thésauriser que 5 de chaque. Donc pas plus de 5 pierres, pas plus de 5 bois, c'est quelque chose qu'on oublie vite dans les premières parties. Donc je pourrais très bien décider que ce bateau-ci, eh bien, il va débarquer et comme j'ai une pierre ici, je dépense ma pierre et je transforme mon bateau qui revient ici en ville, qui irait par exemple là-bas. Je n'ai plus tous les bateaux sur la carte. Je ne rends pas mon marqueur. Je l'ai gagné parce qu'à un moment du jeu, j'avais tous mes bateaux sur la carte, il restera pour moi. Mais ainsi, mon bateau redevient disponible dans ma liste des meeples qui sont ici. Je peux aussi, avec mon bateau, débarquer des personnages mobiles, savoir des colons ou des marchands. Alors, que ce soit l'un ou l'autre, je vais pouvoir le faire sur une plaine ou sur un bois. Alors, un bois, c'est toujours avec évidemment une falaise, parce qu'il y a obligatoirement 2 plaquettes l'une sur l'autre. Eh bien, mon bateau, si j'avais un bateau ici à côté du bois, je pourrais très bien directement faire débarquer ici, je le retire et je mets un colon à la place. Si je veux faire débarquer un marchand, je vais devoir leur payer 2 sous pour le faire. Je peux le faire toujours sur une plaine ou toujours sur une forêt et je peux le faire lui, même s'il y avait une ville présente à cet endroit-là. Si j'étais par exemple ici, je pourrais faire débarquer un marchand ici, là, alors qu'il y a une ville. Ce n'est pas gênant, mais dans tous les cas, je devrais payer 2 sous pour pouvoir le faire. Je n'ai pas d'argent pour l'instant, donc je serai bloqué. L'argent d'ailleurs, si jamais il n'y a plus d'argent dans le jeu, il n'y a plus d'argent dans le jeu. Donc la banque ne régénère pas de l'argent, il y a une limite d'argent et c'est un petit peu un blocage pour ne pas aller trop haut dans les points de victoire via l'argent. Le marchand, c'est un petit peu spécial parce que c'est le seul qui pourra aller sur une autre case qui est déjà prise par quelqu'un. Parce que autrement, on ne s'arrêtera jamais sur une case qui est déjà prise par quelqu'un. C'est le seul type d'unité qui permettra de le faire. Si jamais, en faisant ce type d'action, que j'amenais un marchand quelque part, sur une ville ou ailleurs, et que je devais mettre un marqueur de marchand dans le jeu, alors j'irai chercher ma carte marchand que je n'avais pas encore. Donc, les cartes que j'ai ici en main représentent bien toutes les unités que j'ai sur mon plateau de jeu. Donc, dès qu'une unité apparaît, je récupère sa carte. Et si une unité disparaissait, parce que le bateau ici, j'ai fait un marchand, le bateau ici, j'ai fait un nomade, le bateau ici, j'ai fait un nomade, j'ai plus de bateaux, ils sont tous hors jeu, ils sont tous enlevés de la zone. Et bien, ce qui va se passer, c'est que je vais retirer ma carte bateau et elle va retourner là-bas. Quand je fais un déclin, je l'ai bien dit, c'est une carte que j'ai disponible ici, dont j'ai un meeple en jeu. Pas une carte pour laquelle j'ai 0 meeple dans le jeu. Donc c'est toujours une carte disponible que je vais envoyer en déclin. Ne l'oubliez pas. Et donc je peux me retrouver ainsi sans plus aucun bateau dans mon jeu. Hop, je vais quand même en remettre un petit quelque part. Je vais retirer celui-là. Je vais remettre cette carte-là et reprendre mon bateau. Et la dernière action du bateau, ça va être la possibilité de récupérer de l'argent selon le nombre de villes qui sont autour de sa zone de déplacement maritime. Donc ici, j'ai une ville, 2 villes.
Je gagne donc 3 sous par ville, ça me permettrait de gagner 6 sous. L'autre joueur, le jaune, s'il fait cette action-là avec le bateau aussi, il va aussi avoir 6 sous. Qu'importe le propriétaire de la ville, on touchera 3 sous par ville sur toute la zone maritime qui entoure la présence de mon bateau. Donc des grandes zones sont évidemment plus intéressantes dans le jeu. Les colons maintenant. Les colons, ils vont pouvoir se déplacer. Un colon se déplace d'une case maximum et il ne passe pas les falaises, il ne va pas dans l'eau et il ne va pas dans les plaines enneigées. Donc mon colon, je peux le faire monter ici, je peux le faire se déplacer comme ceci, je ne peux pas monter sur la falaise qui se trouve là, je pourrais me déplacer comme ceci, et donc chacun pourra faire des actions différentes. De déplacement ou autre chose, je peux très bien décider de ne déplacer qu'un seul de mes colons, et les autres feront une autre action. L'autre action par exemple, qui est de produire. Eh bien un colon dans le bois pourra produire du bois, un colon sur la pierre pourra produire de la pierre, dans la plaine, on ne produit rien. Du coup, qu'est-ce que je fais dans la plaine? Une chose que je pourrais faire dans la plaine, c'est créer des villes. Transformer mon colon en ville, en plaine ou en forêt, pas en montagne, celui-ci ne peut pas le faire, eh bien ça me coûterait un bois et une pierre. Mon bois et ma pierre, je pourrais transformer mon colon ici, ils sont là, en une ville comme ceci. Je pourrais aussi faire un temple. Un temple, attention, c'est uniquement en plaine ou en montagne. Chris dirait, on ne construit pas beaucoup de temples dans les bois parce qu'on aime bien les voir de loin. Et donc une plaine c'est dégagé, une montagne c'est en hauteur. Donc on construira uniquement nos temples en plaine ou en montagne. Eh bien, pareil, je payerai alors 2 pierres, il faut que je les aie, pour faire un temple quelque part avec mon colon. Hop, voilà mon temple. Enfin, je pourrais utiliser mon colon pour repartir en voyage à travers les mers et donc repartir sur de l'eau. Attention, je ne peux le faire que si je suis proche de l'eau. Je ne peux pas le faire en jetant mon bateau depuis une falaise directement dans l'eau. C'est un petit peu cohérent. Il faut être avec un débarcadère. Je paye alors un bois et je remets un bateau à l'eau. Où est-il? Le voilà, ici par exemple. Et ceci revient là-bas. Ici, je n'aurais pas pu parce qu'il est trop haut pour le faire. Donc, chacun de mes colons va faire une action parmi la liste des actions ici, ou ne va rien faire, peut-être qu'il ne sait rien faire, qu'il est à un endroit où il ne sait pas produire, il ne sait pas construire, n'importe quoi, parce que je vais avoir aussi une limite en termes de pièces. Une fois que toutes mes villes sont faites et que j'ai un colon qui est bloqué en plaine, il ne bougera plus s'il y a des ennemis ou même moi autour. Je ne peux pas me déplacer, même s'il y avait une ville qui était à côté de moi, je ne peux pas me déplacer sur la ville pour ensuite aller plus loin, donc je suis bloqué par mes troupes aussi. Le seul, comme je l'ai dit, qui pourrait traverser des cases telles que des villes à moi ou quelqu'un d'autre, ce serait alors le marchand. Voilà pour mon colon. Vient ensuite la ville. La ville, ça va être le même type d'action. Ma ville va me permettre de créer un colon sur base de rien, il n'y a rien à payer. Simplement, le colon doit être adjacent à la ville, par exemple comme ceci. Je ne peux pas le faire à travers une falaise. Par exemple, le jaune ne pourrait pas mettre un colon en bas de la falaise ici. C'est comme pour les bateaux, on ne les jette pas de tout en haut. Je ne peux pas le faire sur l'eau, je ne peux pas le faire sur des endroits qu'il ne peut pas aller, comme un terrain enneigé par exemple, comme ceci. Je peux éduquer un colon qui serait sur une case adjacente afin de le transformer en montagnard ou en marchand. En marchand, ça me coûterait 2, en montagnard, ça me coûterait 1, et je ne peux pas le faire d'en bas de la falaise, pareil. Si jamais j'en avais un qui était tout en bas, je ne pourrais pas l'éduquer à distance. Il faut être proche, ça me coûte de l'argent, et je transforme sa case, son personnage, par autre chose. Donc par exemple, comme ici, je pourrais le transformer en un montagnard, auquel cas je récupère sa carte ici en dessous. Je peux enfin gagner de l'argent. Chaque ville qui serait quelque part, en plaine me fait gagner 2 sous, en forêt 3 et en montagne, si j'en avais une ici, me ferait gagner 1 sou. Donc je fais pour chaque ville une des actions de mon choix. Globalement dans le jeu, ici j'ai mis tout couché pour que vous le voyez bien en haut, mais globalement dans le jeu, les pièces sont debout. Quand je les active, que je fais une action, pour me rappeler que j'ai déjà fait telle ou telle action, je couche la pièce, c'est beaucoup plus simple. Voilà pour les 3 unités de base. Maintenant, voyons les 3 autres un petit peu plus spécifiques. Le montagnard ne fait pas grand chose au niveau des choix. Il va pouvoir se déplacer de une à 3 cases et lui peut passer par mes cases à moi. Il ne peut pas passer par les cases des autres joueurs. Il peut aussi aller sur les terrains enneigés. Il peut aussi passer les falaises. Il peut donc faire 1, 2, 3 comme ça sans aucun souci.
Donc lui se déplacera partout, sauf dans l'eau. Il ne peut pas sauter au-dessus d'une zone d'eau, il ne peut pas se déplacer dessus et arriver ailleurs. Le principal, toujours, qu'il s'arrête sur une case libre, vu qu'on ne peut pas avoir 2 meeples sur le même endroit, excepté des marchands. Le montagnard peut récupérer des ressources du bois en forêt, de la pierre quand il est sur les zones enneigées ou sur les montagnes. Et enfin, le montagnard peut construire une ville. Lui, il peut construire une ville sur une montagne ou sur une forêt. Il ne peut pas le faire en plaine. Donc, si vous avez une ville en montagne, soit elle est là depuis le début du jeu, soit c'est un montagnard qui a été la créer. Ça, c'est les petits détails qu'on oublie vite parce qu'on a envie de créer une ville avec un colon en montagne et puis après, c'est pas possible. Et donc, c'est un petit peu embêtant. Autre chose qu'on oublie, c'est que le montagnard ne paye pas une pierre et un bois, il paye 2 bois pour créer sa ville en montagne. Le marchand, j'en avais un tantôt, je n'en ai plus, hop, je vais en remettre un. Le marchand, il me permettra d'aller donc dans les villes éventuellement de soi ou d'un autre joueur. Parce que lui, il peut se déplacer jusqu'à 4 cases et il peut passer par les cases des autres joueurs sans aucun souci. Il ne peut pas passer dans l'eau et il ne peut pas aller sur les zones enneigées. Par contre, il peut grimper les montagnes. Donc, il peut passer les falaises, passer de là à là, alors qu'il y a une falaise sans aucun souci. C'est donc la seule troupe qui permet de traverser les troupes ennemies, d'aller plus loin. C'est intéressant aussi, d'autant qu'il fait jusqu'à 4 cases et il peut s'arrêter sur des villes à soi ou à un autre joueur sans aucun souci, sauf qu'il n'y a qu'un seul marchand par ville si jamais c'était le cas. Pourquoi est-ce qu'il peut aller dans les villes? Parce qu'évidemment il va commercer. L'action du marchand permet d'aller chercher de l'argent et il touchera 3 ou 5 sous par ville qui sont autour de lui ou sur lui. C'est-à-dire que quand je suis ici, j'ai une ville ennemie à côté de moi, là aussi j'aurai une ville ennemie à côté de moi, et bien la ville ennemie me rapporte 5 sous, la ville de ma couleur me rapporte 3 sous, donc ici l'action du marchand pourrait me rapporter jusqu'à 8 sous en une seule fois. Donc les marchands, on va les placer là-bas, il y a beaucoup de villes pour qu'ils aient un beau retour sur investissement. Le marchand me permet aussi d'acheter ou de vendre des ressources pour 5 sous. J'ai besoin d'une ressource, 5 sous, je l'ai. J'ai trop de ressources, 5 sous, je la revends. Enfin, le marchand peut redevenir un bateau en payant un bois, comme le colon. Reste le temple. Et le temple, c'est un truc un petit peu spécial parce qu'un temple va servir à nettoyer la zone autour de lui. Parce qu'il va pouvoir convertir les troupes ennemies afin de les récupérer pour soi. Par exemple, si jamais j'avais un temple ici, en montagne ou en plaine, je vous rappelle, à mon tour de jeu, en ayant cette carte-ci, en la jouant, je pourrais dire que ce temple-ci convertit le marchand, ça me coûterait 5 sous, ça lui coûterait au jaune 5 sous, mon marchand revient chez moi, si jamais c'était mon seul marchand, je rends la carte, et alors, il était converti, il passe à lui. Si grâce à ça, c'était le dernier marchand placé chez lui, tant mieux, il aura aussi la tuile qui va avec, ça ne change rien, c'est une gestion normale du jeu. Donc je vais pouvoir convertir soit des colons, des montagnards, des marchands ou des bateaux, le prix diffère à chaque fois, ça doit être sur la case à côté, et simplement je vais récupérer ça. L'autre option du temple, c'est de récupérer des sous par rapport au nombre de pièces de sa couleur placées tout autour. Donc mettre un temple et puis après mettre des meeples tout autour va permettre de récupérer potentiellement beaucoup de sous. Donc j'ai de l'argent qui vont aller ici grâce à mon temple. En faisant l'action, j'ai une pièce à côté, ça me ferait 2 sous en faisant cette action-là. C'est peut-être une action du pauvre, mais le temple a un autre intérêt, c'est effectivement de nettoyer, d'obliger les gens à fuir. Quand le jaune a mis son temple là-bas, mon intérêt quand j'étais ainsi, c'était de faire n'importe quoi, mais de partir. Donc de le jouer et faire 4 de déplacement pour aller beaucoup plus loin, ou aller de l'autre côté, ou aller ici, simplement suffisamment loin. Du coup, c'est fait une zone libre assez facile autour du temple, et le jaune a plus facile de sortir quelqu'un, de faire un bateau derrière, et de descendre ainsi au niveau du jeu. Voilà pour toutes les cartes qui sont ici en jeu, et donc vous avez vu les actions possibles de tout un chacun. Alors, quel est le but, quel est l'objectif de tout ce déplacement, de cette organisation sur la map? En fait, je vais viser 4 choses qui vont être les points de victoire de fin de jeu. Il y a des trucs très simples. Les trucs très simples sont toutes les plaquettes que j'ai récupérées ici, des points de victoire directs. Le premier à avoir terminé un type de meeple sur le jeu, qui va aussi accélérer le jeu. La deuxième chose, ça va être à la fin du jeu, pour les cartes que j'ai encore, celles qui ne sont pas en déclin, celles qui ne sont pas absentes de ma main, je vais voir
le nombre de pièces que j'ai en jeu, et ce nombre de pièces va me rapporter des points de victoire. Par exemple, les 3 temples en jeu, fin du jeu, et que j'ai toujours la carte disponible, elle n'est pas en déclin. N'oubliez pas qu'aux dernières manches, on met aussi une carte en déclin quand on active la fin du jeu et qu'on décide de repayer ou pas. Souvent, on ne le fait pas, parce que vous allez voir que les points de victoire sont intéressants avec l'argent aussi. Donc ici, je me retrouve avec 15 points de victoire si j'ai bien la carte et j'ai mis mes 3 temples en jeu. Là-bas, on en a 36 pour les marchands, celui qui vaut le plus, 10 pour les montagnards, 15 pour les villes, seulement 8 pour les colons s'ils sont tous en jeu, et 25 pour les bateaux. Donc certains sont plus intéressants que d'autres. Alors pourquoi est-ce que je ne vais pas nécessairement payer 40 sous pour récupérer une carte pour aller faire des points de victoire, 15 points de victoire parce que j'ai toutes mes villes en jeu? Parce qu'en fait, 2 sous égale un point de victoire. Et donc l'argent peut récolter énormément de points de victoire sur l'ensemble du jeu. Et stocker cet argent-là, vider peut-être la banque, est super intéressant afin d'avoir beaucoup de points. Et on fait parfois une grande partie de ces points de victoire de fin de jeu grâce à l'argent. Surtout quand vous allez avoir des grandes zones comme ici d'eau et que potentiellement il y a beaucoup de villes qui sont placées tout autour. Vu que chaque ville peut rapporter 3 sous au propriétaire du bateau à chaque fois qu'on l'active ces bateaux et que chaque bateau qui se retrouverait ici permettrait d'avoir 3 sous. Imaginez, il y a 5 villes ici, chaque bateau récupère 5 sous, j'ai mis tous mes bateaux dans cette zone-ci, ça fait vite énormément d'argent. Comme on va diviser par 2, ne serait-ce que 4 bateaux ici, ça fait 60, ça fait 30 points de victoire à chaque fois que j'active mon bateau dans la zone ici pour récolter de l'argent. Énorme. Donc l'argent, c'est beaucoup. Et puis enfin, il y a la propriété au niveau des terrains. La propriété, c'est une question de majorité. Une majorité sur une zone. Eh bien, dans le jeu, chaque type de terrain a une valeur en points de victoire. Chaque plaine vaut 1 point de victoire. Qui contrôle la plaine? Celui qui a le plus de meeples dans cette zone-ci. Là, on est 3 contre 1. C'est donc rouge qui va contrôler la plaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 points de victoire pour cette plaine-ci. Et on va faire ça pour toutes les plaines. On va retirer au fur et à mesure le meeple. Parfois, avec un seul, je vais avoir une grande plaine et je vais avoir des points de victoire comme ceci. Puis on va continuer. Les zones d'eau, c'est 2 points de victoire par case. Qui a la propriété? C'est égalité, c'est personne. Donc, il faut toujours être strictement supérieur à l'autre pour gagner les points de victoire. Et ça, c'est super intéressant, évidemment, cette grande zone-ci. D'autant plus qu'elle permettait de faire beaucoup d'argent quand j'y étais. Donc, on va se battre là-dessus. Ensuite viennent les forêts. Pour chaque forêt, chaque case de forêt vaut 3 points de victoire. Donc ici, il y en a 4, ça fait 12 points pour le jaune. On va compter chacune. Les zones de montagne ou les sommets enneigés valent chacune 4 points de victoire. Ici, c'est égalité. 0 pour ici, 4 points de victoire pour lui, 12 points de victoire pour lui. Donc ces points de victoire-là ne sont pas à négliger parce que si une zone est moins intéressante pour ce qu'elle peut rapporter en cours de jeu, elle peut être super intéressante pour la fin du jeu et ainsi réussir à gagner cette majorité et donc les points de victoire qui vont avec. Et celui qui aura le plus de points de victoire aura alors gagné. Voilà, au niveau des règles, c'est vraiment pas très compliqué. Ça s'explique donc relativement vite. Ça se joue en 1h30 pour 4 joueurs si on est à un niveau intermédiaire, donc 5 tuiles terminées. Et encore en première partie, après ça peut aller beaucoup plus vite. Je pense qu'on peut faire des parties presque en un quart d'heure. C'est un petit peu comme les échecs. Et c'est vraiment ça la comparaison de Rise and Fall, ce sont les échecs. Il y a des ouvertures, il y a des manières de se placer au début du jeu qui sont super importantes et il y a une lecture du plateau qui doit être faite une fois qu'il est fait. Alors je ne vous conseille pas de commencer la lecture du plateau alors qu'il est en cours de création parce que vous allez perdre du temps dans cette partie-là alors que c'est juste créer une map au hasard. Quelqu'un pourrait le faire tout seul à la limite que c'est pas si grave que ça. Simplement, on ne va pas laisser un joueur qui invite mettre la map chez lui pour ne pas qu'il ait le temps de trop l'analyser parce que c'est super important. Ce départ de jeu peut être complètement mortel. C'est-à-dire que vous pouvez perdre le jeu au moment où vous allez placer vos 3 premiers meeples sur le jeu. C'est super important parce que c'est un jeu qui est un petit peu avec courbe exponentielle. Plus on a de troupes, plus on a de possibilités, plus on a de moyens en ressources, mais plus on fera de choses. Ce qui veut dire que perdre des coups parce qu'on va devoir déplacer une troupe 2 fois pour aller ou 3 fois ou 4 fois pour aller à un endroit où vous voulez, c'est trop loin. Les troupes à pied, comme les colons, se déplacent trop lentement que pour perdre plusieurs tours de déplacement. En fait, vous avez autre chose que ça à faire avec eux. Alors oui, on peut le faire, mais c'est pas nécessairement la meilleure des options. Donc, votre placement initial est super important dans le jeu et vous devez absolument
prévoir d'aller chercher des ressources pierre et des ressources bois. Vous devez avoir cette possibilité assez rapidement. Comment est-ce que je vais l'avoir? Mon meeple ici de colon, je peux le placer directement sur un bois ou sur une montagne et je sais qu'il va pouvoir récolter du bois de la montagne. Je vais avoir ma ville, je vais la placer à un endroit clé qui me permettra de sortir. N'oubliez pas qu'on ne peut pas jeter du haut d'une falaise. Donc il faut penser à pouvoir se donner des sorties vers l'eau, surtout quand on a une grande zone comme ceci. Doit pouvoir se donner des possibilités d'aller en montagne, voire des possibilités d'aller en forêt. On pourrait très bien mettre comme ceci. J'ai une sortie ici vers l'eau et j'ai un truc ainsi. Mais je ne pourrais pas créer un petit meeple, un petit colon d'ici au-dessus. Et il faut pouvoir donc aller un petit peu partout pour savoir se débrouiller. Il y a des maps qui sont plus simples que d'autres, il y a des maps qui sont plus intéressantes que d'autres. Par exemple, ici, m'aurait permis d'avoir accès à plein de zones différentes assez rapidement avec des marches pour descendre, pour aller quelque part ou quelque part d'autre. Et puis n'oubliez pas que mon bateau, il peut débarquer un colon quelque part. Je pourrais très bien dire, ici, ok, je pourrais faire un colon là-bas, lui il fait de la pierre, je pourrais faire un colon là-bas, et lui, je peux le débarquer dès le premier tour pour aller le mettre ici. Ce qui voudrait dire que si je mets au premier tour, donc j'avais qu'un seul bateau en jeu, je retire mon bateau de l'équation, je me retrouve avec 2 cartes, et avec 2 cartes, j'irai plus vite pour faire les actions de rotation qui sont la combinaison colon-ville. Pourquoi? Parce que ma ville permet de faire un colon, le colon va permettre de produire des ressources et qu'un autre colon en même temps refasse une autre ville, qui vont refaire des colons, puis ensuite ils vont reproduire des ressources, refaire des villes, voire se déplacer un petit peu pour aller faire une ville plus loin. Et donc ça, c'est une combo normale du jeu. Chris dirait, quand vous jouez à Age of Empires, qu'est-ce que vous faites en premier? Vous faites un colon pour aller explorer, pour aller plus loin, pour aller faire une ville plus loin. C'est pareil. Donc c'est un départ normal et naturel de dire, ok, je fais des colons, je fais des villes et je vais aller me mettre à des endroits distincts et distants l'un de l'autre. L'autre conseil, c'est de vous éparpiller. Ne mettez pas toutes vos troupes au même endroit. Vous devez avoir de l'espace autour de vous pour vous développer, pour mettre des meeples, pour ensuite voyager, pour aller chercher quelque chose. Donc, mettez pas tout dans une seule zone, mettez-en un petit peu à gauche, à droite. Simplement, prévoyez que vous allez donc vous placer et vous déplacer. Comme chacun joue une pièce après l'autre, c'est super important de voir ce que l'autre est en train de faire, qu'est-ce qu'il vise, quels sont les endroits clés et comment le bloquer. C'est un jeu de blocage, c'est vraiment comme les échecs. Je vais réfléchir, si il se met là, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire pour sortir? Si je me mets à côté et qu'il n'avait pris qu'une seule case de sortie pour sa ville, il ne pourra pas mettre de colon. C'est fini, sa ville, elle est morte, elle fera juste des sous. Donc, ça c'est vraiment super important. Dire, tiens, il s'est mis là, si après je vais à côté, je mets un temple, je vais bloquer toute sa zone autour, je peux bloquer en une seule fois ces 2 ou 3 cases de sortie de sa ville qu'il avait prévues pour aller vers l'eau, pour aller vers n'importe quoi. Voilà, ça ce sont toutes des gestions qu'on va faire et c'est vrai que dans le jeu, on va vraiment démarrer sur ce couple-là qui va être colon-ville. Après, en une seule fois, on peut très bien mettre ces 3 montagnards, ça ne coûte pas si cher, c'est assez facile, les envoyer plus loin et leur faire des villes en montagne, par exemple, dans un endroit éloigné. Les montagnards, c'est intéressant pour se diviser et aller à un endroit très loin au début du jeu, parce qu'ils passent par les zones enneigées, parce qu'ils peuvent construire en montagne. Mais à la fin du jeu, c'est plutôt les marchands qui sont intéressants, parce qu'eux peuvent aller sur les cases des ennemis, donc traverser ces cases à nous, comme les cases des ennemis, avec 4 de déplacement, et donc aller assez loin, assez rapidement. Ça, c'est vraiment les grandes différences au niveau du jeu, mais on a moyen de viser et d'éliminer quelqu'un en faisant plusieurs déclins en même temps. Si on regarde un petit peu ce que les autres vont faire, qu'ils vont activer un déclin en mettant tout un type de meeple à un tour clé, et que soi-même on peut le faire aussi, par exemple en mettant les 3 montagnards en une seule fois, eh bien ça peut mettre une avancée directe et bloquer quelqu'un qui va devoir retirer 2 cartes pour la zone de déclin, qui n'a pas les moyens pour les repayer, et donc il va être bloqué à ce niveau-là avec une seule carte, peut-être qu'il lui reste, voire même il aura été éliminé du jeu. Donc avoir peu de cartes en main, c'est intéressant comme tout pour faire une rotation rapide entre ces actions clés, mais parfois on va devoir juste faire des troupes autres au cas où il y aurait un déclin ou parce qu'on voit qu'il va y avoir un déclin chez un autre joueur et qu'on a envie de se prémunir de perdre une de ces cartes clés ou d'être bloqué. Du coup, vous avez besoin d'avoir de l'argent. Et aller faire de l'argent pour au moins
pouvoir racheter à 5 ou 10, si jamais ça arrivait, c'est super important. Donc, on prévoit tout ça. Rise and Fall, c'est un jeu, c'est comme les échecs pour moi. Encore plus à 2 joueurs, parce que là, on ne regarde que par rapport à ce que fait l'adversaire. Mais c'est un jeu où on peut perdre, où il faut accepter qu'on abandonne comme aux échecs. On le fait tomber son roi et c'est terminé, tu as gagné, félicitations, tu étais plus vite que moi. Ta courbe exponentielle est trop forte, je ne reviendrai pas. Ok, j'accepte. Ça s'y met vraiment à ça. Et les parties courtes, on peut aller au bout, c'est pas grave, j'ai perdu, mais on va voir combien tu as fait de points. Des parties longues, j'ai parfois perdu au premier coup, j'ai perdu parce que je n'ai pas vu ceci, je me suis bloqué connement et maintenant, le temps que je récupère ça, toi tu seras parti trop loin et c'est fini. Voilà, faut vraiment aller le chercher pour ça. Faut vraiment le chercher parce qu'on aime cette partie-là d'un jeu de société, cette partie de tension, d'ambiance, de blocage et d'analyse un petit peu du plateau, de jouer parfois très vite. Je vous conseille aussi pour éviter la paix d'utiliser la règle que Chris et Béatrice utilisent chez eux, mais qui est reprise aussi dans les règles ici, à savoir que quand tous les autres joueurs ont déjà choisi leur carte d'action, 3 secondes. 3 secondes pour que toi tu choisisses. Ainsi, ça évite que quelqu'un analyse trop le machin, voir comment il va faire et tout ce qui va avec. 3 secondes. Tu n'as pas joué dans 3 secondes, tu ne joues pas ce tour-ci. Donc ça permet d'accélérer un petit peu le jeu et d'éviter la paix. Ça marche très bien. Voilà, je vous ai donné mon conseil, mon avis par rapport à Rise and Fall. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous. Et pour le reste, c'est à vous de jouer. Bon jeu!